Eh ben, tout d'abord, merci Nathalie pour l'accueil et merci à l'Université Bretagne Sud de me permettre de vous présenter les missions de la Fondation Tara Océan. Et puis, ravie de vous voir si nombreux compte tenu du contexte. Et puis, ce que je disais à Nathalie, on est dans une réalité de travail où on fait beaucoup de webinaires, beaucoup de visioconférences. On voit peu les gens, donc c'est avec grand plaisir de vous avoir en face de moi et de pouvoir ensuite échanger et d'écouter vos questions. C'est toujours très enrichissant pour nous. Donc aujourd'hui, vous êtes là pour écouter le travail de la Fondation Tara Océan sur le plastique. Alors, petit sondage, qui connaît la Fondation Tara, même un petit peu? Ah oui. Alors, pas de bol, je vais quand même commencer sur une introduction sur qui nous sommes, alors pour ceux qui ne le savent pas. Donc, les deux axes, vraiment la colonne vertébrale de notre fondation, c'est explorer et partager. Donc, nous sommes une fondation scientifique et on a aussi d'autres missions qui nous permettent ensuite, après avoir réalisé cette science, de la partager pour changer les choses dans notre société. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent la Fondation à travers ses expéditions. Alors, tout d'abord, la Fondation Tara, je vais revenir en arrière, hein, c'est cette goélette, hein, la goélette Tara. C'est une goélette de 36 mètres, de 10 mètres de large, et son histoire est un petit peu particulière. Donc, elle a été construite en 1989 par Jean-Louis Etienne, qui souhaitait faire des expéditions polaires. C'est pour ça que ce bateau a des caractéristiques polaires, dont notamment sa coque en aluminium et sa forme en noyau d'olive qui lui permet d'être saisi dans la glace et y rester un certain nombre de jours. Donc Jean-Louis Etienne a fait construire ce bateau. Ensuite, il a dû le vendre et il a été acquis par Peter Blake, qui était un néo-zélandais, un navigateur qui avait un grand palmarès et qui souhaitait, de la même manière que Jean-Louis Etienne, faire des expéditions de sensibilisation environnementale. Malheureusement, il a été tué au cours d'une des expéditions sur l'Amazone par des pirates. Et c'est là que commence la troisième partie de l'histoire de cette goélette, qui a été acquise par la famille Troublé, et qui Agnès B, qui est styliste, avec son fils Étienne Bourgois, ont créé cette fondation, donc la fondation Tara. Donc le bateau s'est d'abord appelé Antarctica, ensuite il s'est appelé Seamaster avec Peter Blake, et ensuite Tara avec Agnès B et Étienne Bourgois. Tara, alors je ne sais pas si certains connaissent la référence, c'est une référence cinématographique pour Autant en emporte le vent, parce que Tara, c'est l'endroit où on a envie d'y retourner, l'endroit où on sent bien la maison. Et ça, c'est vraiment ce qui caractérise aussi l'ambiance sur ce bateau et tous ceux qui ont vécu une expérience maritime, scientifique à bord. C'est un bateau qui laisse des traces, qui construit des amitiés. Et pour ceux, alors aussi petit sondage, qui a déjà visité le bateau et qui a pu rentrer à l'intérieur du bateau. Parce que ce bateau, vraiment, quand on rentre là, ce qui nous revient souvent des gens, c'est que voilà, il y a un salon, il y a une bibliothèque, il y a un côté très maison et qui n'a pas ce style classique de bateau océanographique. Donc ça, c'est l'histoire de la création de la fondation en 2003. Le but d'Agnès B et d'Étienne Bourgois, le souhait, c'était de partager sur l'océan, d'en parler autrement et de faire de la recherche scientifique. Et donc, ce bateau, il a permis de faire des expéditions à travers la planète. Donc là, vous voyez les parcours des différentes expéditions qui montrent qu'on a sillonné tous les océans depuis 2003, de l'Arctique en passant par le Pacifique et même en Méditerranée. Donc au total, la goélette, elle a parcouru 400 000 kilomètres
a traversé, fait arrêt sur 60 pays, parce que voilà, on fait des escales à la fois techniques, mais surtout et beaucoup d'escales de sensibilisation. Et toutes ces expéditions nous ont permis de récolter 110 000 échantillons. Alors peut-être, je ne sais pas, il y en a peut-être qui pensent que c'est beaucoup, d'autres peu. En fait, c'est assez colossal d'avoir une telle somme d'échantillons, surtout que par expédition, chaque expédition a son projet scientifique, et les protocoles souvent sont inédits et sont utilisés de la même manière tout au long d'une expédition. Donc l'expédition peut durer de 7 à 9 mois, par exemple, c'était le cas pour Tara Méditerranée en 2014. Et la plus longue, ça a été Tara Océan de 2009 à 2013, donc 4 années. Et donc ça, c'est unique aussi que ce bateau puisse partir autant de temps et avec des mêmes protocoles qui permettent d'avoir vraiment de la donnée exhaustive et homogène, ce qui est extrêmement précieux pour les scientifiques. Je pense qu'il y a pas mal de scientifiques aussi et ils ne me contrediront pas que c'est important. Donc, ça nous permet d'avoir 3 programmes de recherche à la Fondation. Donc, on a eu Tara Arctique, qui a été la dérive arctique, une expérience scientifique et humaine folle, parce que le bateau a été 500 jours pris dans la glace, et permettre d'étudier tous les paramètres climatiques à l'époque. Ensuite, on a un programme biodiversité marine, donc c'est à la fois corail et plancton. Donc là, ce que je vous disais, c'était cette expédition Tara Océan de 2009 à 2013. Donc le but de ce programme, c'était d'étudier l'écosystème planctonique. Un défi scientifique, un pari fou avec le coordinateur scientifique qui était généticien spécialiste des cellules humaines, de décider d'étudier l'évolution de l'ADN, de la génétique des océans, et de pouvoir documenter cet écosystème encore trop méconnu et qui pourtant représente 95% de ce qui vit dans les océans. Je vous en parlerai un tout petit peu plus de Tara Océan. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle nous parle autant de plancton alors qu'on est venu parler plastique? Mais vous comprendrez que tout le travail qu'on effectue sur le plastique et le microplastique, et en fait, on étudie beaucoup les interactions entre ce microplastique et ce plancton. Ce qui fait l'identité vraiment et l'originalité de nos recherches sur le plastique. C'est pour ça que je vous en parlerai un petit peu plus un peu après. Tara Pacifique, elle a duré 2 ans, c'était de 2016 à 2018. C'est la première fois qu'une expédition a parcouru aussi longtemps et toujours de la même manière avec un programme scientifique homogène pour étudier la résilience, la biodiversité des récifs coralliens, les impacts du changement climatique et donc et également tout l'écosystème qu'il y a autour. Et pollution plastique, donc on a fait 2 expéditions. En 2014, donc c'était Tara Méditerranée. Première fois également très originale en 2014 d'étudier le microplastique à l'époque. Aujourd'hui, on parle beaucoup du plastique dans les océans. Tout le monde commence à bien identifier les impacts et même le microplastique est de plus en plus communiqué dans les médias et par les scientifiques. Mais à l'époque, en 2014, c'était assez original. Et puis là, on revient donc récemment, en 2019, on a continué, on a ouvert un autre chapitre de cette recherche sur le microplastique. Et cette fois-ci, en rentrant dans les terres, en allant étudier les veines de la Terre, comme on dit, hein, donc les fleuves, et remonter aux sources, donc mener une enquête et de prendre ces microplastiques comme des pièces à conviction pour comprendre à la fois leur dispersion, leur fragmentation et leur impact sur la biodiversité. Donc ces 3 programmes de recherche, souvent on nous pose la question de comment vous identifiez les sujets de recherche. C'est souvent le fait de rencontres humaines entre notre directeur et les scientifiques. C'est les scientifiques qui viennent nous voir et nous parlent de leur projet de recherche. Ensuite, c'est le travail de discussion. Ce bateau, comme je vous le disais, il a l'objectif de soutenir la recherche. C'est un laboratoire, un bateau laboratoire qu'on met à disposition des scientifiques. Donc le bateau est très intéressant scientifiquement parce que comme il est petit, il est très malléable et peut
changer ses trajectoires relativement facilement par rapport à des gros bateaux océanographiques, et aussi il peut s'adapter en termes de matériel. On l'équipe selon le sujet de l'expédition. Par exemple, pour Tara Pacific, on avait à mettre, voilà, il y avait beaucoup de plongées, ce qui n'avait pas été fait dans d'autres expéditions. Donc il a fallu équiper le bateau de caissons de décompression. Il y a un labo humide et un labo sec. Donc à chaque fois, c'est aussi tout équipé ce bateau qui s'adapte. Et donc les scientifiques, cette recherche internationale sur le bateau, elle est vraiment multidisciplinaire. On peut avoir des biologistes marins, on peut avoir des mathématiciens, des modélisateurs, des généticiens, des taxonomistes et bien sûr la recherche internationale. Le bateau est français, les marins sont français, mais la recherche qu'on mène est internationale. Je regarde le temps parce que je parle beaucoup et j'ai peur de... alors, après les expéditions, donc, on conditionne les échantillons à bord, mais la recherche ne commence pas à bord, mais après il y a des mesures et un petit peu d'analyse à bord, mais l'essentiel se fait dans les laboratoires. Donc on a toute une logistique, on a des frigos à bord, on garde des échantillons, mais ensuite on a des partenariats qui nous permettent après de dispatcher tous ces échantillons dans les laboratoires. Donc ensuite il y a un processus de validation des échantillons, validation de données, et ensuite d'analyse. Donc on est sur un temps de recherche de 2, 3 et aussi jusqu'à 10, 15 ans, parce que la recherche est très longue. Et puis il y a une base de données qui est colossale, qui permet aux scientifiques d'avoir de quoi s'amuser pour les années à venir. En ce qui concerne Tara Océan, qui est l'expédition que je vous ai qui a duré le plus longtemps. On est aujourd'hui à plus de 250 publications dans les revues scientifiques qui sont prestigieuses, que peut-être certains connaissent, donc Science, Cell, Nature, donc vraiment vraiment des revues d'excellence scientifique. Et dès 2015, on a fait la couverture de Science. Donc c'est un peu un momentum pour la fondation, parce que ce n'est pas commun déjà d'être publié dans Science, mais d'en faire la couverture avec énormément d'articles dans un seul numéro. Et donc là, ce qui a permis à ces scientifiques qui ont participé, c'est vraiment d'avoir un catalogue exhaustif du plancton et d'avoir un état de référence de ces écosystèmes planétaires qu'on connaît peu. Donc aujourd'hui, en fait, la base de données Tara Océan, savoir que Tara Océan, comme les autres expéditions, la science qu'on fait n'est pas une science privée, c'est du big data qui est en libre accès, qui est gratuit à l'ensemble de la communauté internationale. Ce qui fait qu'une fois que les données sont validées et qu'elles sont mises en base de données, n'importe quel scientifique du monde peut en avoir accès. Donc c'est pas rare. Moi j'ai déjà croisé lors d'escales des scientifiques qui venaient visiter le bateau et qui nous disaient travailler sur les données Tara. Alors ils n'avaient pas participé à l'expédition, ils n'étaient pas dans les consortiums scientifiques qui avaient bâti les expéditions, mais par contre ils travaillaient sur leurs projets personnels à l'autre bout de la planète, dans leur université, sur les données. Donc c'est vraiment une bibliothèque de données qui fait référence dans le monde scientifique. Et donc aujourd'hui, le potentiel en fait, de découverte, il est encore énorme sur cet écosystème planctonique. Aujourd'hui, on ne connaît que 10% de cet écosystème. Et il fonctionne, ce qu'on dit en fait, en réseau, comme un Facebook. On analyse tout ce réseau comme un Facebook et il y a énormément de choses à découvrir. Il y a 200 000 espèces qui ont été découvertes grâce à ces travaux et 150 millions de gènes, parce que aussi la force et l'innovation de Tara, c'est de faire de la génétique des océans, donc séquencer l'ADN du vivant des océans, comme on séquence l'ADN des êtres humains, sauf qu'on a 20 000 gènes, nous, les êtres humains, et là, on est à 150 millions de gènes découverts, dont on a la moitié des fonctions génétiques et biologiques encore inconnues, alors que cet écosystème
et permet la captation, pompe à carbone, beaucoup plus qu'une forêt primaire, et aussi permet production d'oxygène, et donc en fait l'organe, un des organes de la planète, un poumon vert et le poumon bleu, et l'importance de comprendre cet écosystème, c'est que voilà, au vu des changements climatiques, au vu de la compréhension dont on a besoin de la planète, et je pense que le contexte le montre aujourd'hui, que le besoin de la science et l'importance de comprendre notre environnement par rapport aux impacts que ça pourrait avoir sur notre santé humaine. Aujourd'hui, on ne peut pas se faire l'économie de ne pas comprendre cet écosystème, puisqu'il est un des organes vitaux de la planète. Donc, comment traiter le problème du corps planète si on n'en comprend pas l'un des principaux organes? C'est comme si on essayait de traiter une maladie chez un être humain et donc on ne connaissait pas le fonctionnement d'un des organes, le foie ou le cœur. Ça paraît impensable, et pourtant aujourd'hui on a un des organes sur la planète dont on connaît peu de choses. Et donc, je vous ai parlé des expéditions et de la recherche. Donc ça, c'est nos 2 missions chez Tara. Ensuite, la partie partage, c'est notre partie éducation, notre partie coopération et notre partie plaidoyer. Éducation, on travaille depuis 13 ans avec l'éducation nationale, avec les académies, avec les professeurs. On crée des ressources pédagogiques sur des thématiques climat, biodiversité, pollution, mais pas seulement. On accompagne les professeurs, on les forme, que ça soit en présentiel, ou on peut même les former en Skype à utiliser nos ressources. On ne les abandonne pas en leur disant voilà, il y a les ressources et puis faites avec, parce qu'il y a un travail de pédagogie à faire. Ils ne sont pas tous profs des SVT, donc on travaille avec les primaires, collèges, lycées, et donc on a une équipe éducative formidable qui a développé là récemment des outils de sciences participatives dont je vous parlerai tout à l'heure, ce plastique dont on est très fiers, et vraiment un bilan éducation vraiment fantastique à la Fondation. On a chaque année à peu près 900 profs qui sont formés, et 35-40 000 élèves en France qui utilisent nos ressources pédagogiques. La partie coopération, qui est la mienne, hein, notamment. On a un projet en fait de formation de jeunes chercheurs dans les pays en développement, en Amérique latine et en Afrique. On a commencé ce projet en 2016, un projet qui vraiment va dans la lignée de la philosophie de Tara, du partage. C'est dans l'idée qu'on ne peut pas aujourd'hui, sur des décisions internationales, des négociations internationales, et même sur la compréhension scientifique, se faire l'économie de ne pas avoir certains pays autour de la table. Aujourd'hui, il y a de l'expertise scientifique à développer et à construire avec certains pays. Et ces jeunes chercheurs sont venus dans les laboratoires partenaires de l'expédition Tara Océan. Donc, ils sont généticiens, ils sont mathématiciens, ils sont modélisateurs, et aujourd'hui ils travaillent sur les données Tara Océan, et ils sont en train d'acquérir vraiment toute la compréhension écosystème planctonique, et l'idée c'est que cette expertise revienne dans les pays, parce qu'à la fois il y a des enjeux de transmission d'expertise lorsque les politiques au niveau local ont besoin de prendre des décisions de gestion et d'exploitation, avoir une gestion durable ou même de protection, et aussi des enjeux internationaux où les pays sont censés aussi défendre leur position. Donc on travaille avec eux, ils travaillent sur des outils de compréhension des effets impact changement climatique, mais aussi sur la gestion des stocks halieutiques. Comprendre le plancton, c'est aussi comprendre et permettre de comprendre comment les stocks halieutiques vont évoluer, qu'est-ce qu'il faut protéger, pas protéger, là où il faudra pêcher demain, là où il faut mettre en jachère certains endroits. Et donc, ça fait partie en fait des outils applicatifs de la science, dont on travaille avec des chercheurs fantastiques qui ont une compréhension et qui nous permettent aussi d'approcher d'autres géographies avec d'autres problématiques, comme par exemple l'Afrique de l'Ouest. Et enfin, plaidoyer, on a un statut d'observateur à l'ONU depuis 2015 qui nous permet de suivre les négociations internationales, de rencontrer les délégations, de faire des propositions. On est devenu un point de référence sur tout ce qui est micro-organismes et lien entre climat, micro-organismes et biodiversité. Donc voilà, je m'arrête sur la partie présentation de la Fondation. Donc, sur
la mission microplastique dont je vous parlais en 2019, donc c'est la première mission sur la pollution plastique des fleuves à l'échelle européenne qui a été effectuée. Je fais un rapide retour en arrière. Hein. Quand je vous disais les expéditions, c'est l'Arctique, la Méditerranée, le Pacifique. Et donc, on a à chaque fois traîné des filets derrière le bateau, ce qu'on appelle les filets manta. Et même lorsque c'est Pacifique ou Arctique n'était pas forcément l'objet d'étude de la pollution plastique, le constat, et dès 2010 en Arctique, c'était qu'on retrouvait du microplastique dans les filets de Tara. Donc là, vous voyez des filtres après avoir remonté les filets, donc là, différents types de particules. En 2014, en 2014, comme je vous disais, on a dédié une expédition qui permettait, l'idée était on a utilisé la Méditerranée parce que c'est une mer fermée qui a des le renouvellement d'eau est faible et qui a des hautes concentrations de microplastiques, qu'on appelle presque, qui peut être considéré comme un gyre. Hein. Il y a 5 gyres dans l'océan et ces gyres sont des zones de concentration de plastique, de microplastique. Alors il y a eu longtemps cette idée du 7e continent et que ce gyre du Pacifique, par exemple, on pouvait marcher dessus. Je pense que ça commence à faire son chemin dans l'inconscient collectif, que ce n'est pas un continent, qu'on ne retrouve pas du macro-déchet. Et pendant l'expédition Tara-Pacifique, on a justement voulu traverser ce gyre. Et la coordinatrice, donc ça c'était en 2018, la coordinatrice scientifique de Tara-Méditerranée est venue au passage de ce gyre, et effectivement a témoigné que ce gyre était plutôt une soupe de microplastique, comme là on peut voir, qui avait certes des concentrations, mais qu'on n'était pas sur un continent sur lequel on pouvait marcher. Sur la Méditerranée, effectivement, les concentrations sont importantes. C'est une mer qui est compliquée, avec une courantologie qui est compliquée à comprendre. Et cette expédition, elle permettait aussi de voir où étaient les zones, la dispersion et les zones de concentration, et surtout d'étudier le lien entre microbiodiversité et microplastique. Donc, le lien entre le plancton et le microplastique. Donc aujourd'hui, c'est une bibliothèque qui a pu être, toutes ces données ont pu être traitées. C'est la plus grosse bibliothèque en Méditerranée, plus grosse bibliothèque microplastique sur la Méditerranée. Donc c'est 75 000 particules qui sont encore en cours d'étude, avec des bases de données qui vont être bientôt sorties et consolidées, sur aussi l'analyse chimique, parce que ce que font en laboratoire, c'est à la fois d'étudier ce qui a le vivant, ce qui s'est accroché dessus, et on séquence aussi l'ADN pour savoir qui vit dessus, et aussi l'analyse chimique de ces microplastiques. On a pu voir dans certains endroits de la Méditerranée qu'il y avait une concentration très importante, et on a cette image pour le grand public, un petit peu simplifiée, mais qui quand même et donne une idée. C'est que dans certains endroits de la Méditerranée, un poisson qui se nourrit de zooplancton et qui va confondre le zooplancton avec le microplastique, parce que ça peut être les mêmes ordres de taille, et surtout le microplastique se fait coloniser par du plancton. Donc non seulement le microplastique a la même taille, mais il a la même couleur et il sent la même que le zooplancton. Donc il y a toutes les raisons pour qu'un poisson ingère du microplastique quand il veut ingérer du zooplancton. Et donc, dans certains endroits de la Méditerranée, on peut dire que le poisson a autant la moitié de son assiette, de microplastique et de zooplancton. Donc des concentrations importantes. Cette première expédition, donc, qui était très originale, nous a permis de commencer à décrire ce qu'on appelle les nouvelles zones plastico-biologiques. Hein. C'est ce que je vous disais, en fait, c'est que cet intrant qui n'est pas prévu dans l'océan, maintenant, c'est mêlé au vivant, et le vivant l'utilise. Donc, il y a les micro-organismes s'attachent, hein, utilisent ces microplastiques comme des radeaux, et peuvent migrer avec ces microplastiques. Et il y a donc une menace biologique et d'équilibre écosystémique, parce que, par exemple,
au large du Canada, on a pu retrouver des dizaines d'espèces qui n'étaient pas endémiques au Canada et qui avaient été transportées sur certains bouts de polystyrène. Donc il y a un enjeu d'équilibre écosystémique, et quand on sait le nombre, c'est 250 milliards de microparticules à la surface de la Méditerranée, et c'est des milliards qui sont estimés à l'échelle. Donc si vous imaginez que chacune, certaines de ces micro-particules servent de radeau, vous pouvez imaginer à long terme ce que ça peut représenter en déséquilibre écosystémique. Et après, des espèces non endémiques peuvent avoir des comportements de prédation et de bouleversement, déséquilibre. Donc comme vous connaissez, je pense, sur le plastique, effectivement, on sait qu'il y a à peu près 2 millions d'oiseaux par an qui meurent à cause de cette pollution plastique. C'est 250 000 mammifères marins. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà importantes. Et puis, c'est vrai que sur ces micro-organismes, il y a vraiment un enjeu de comprendre comment cette pollution plastique remonte du zooplancton jusqu'à nous, via la chaîne alimentaire, avec une bioaccumulation à travers les différents organismes. On sait déjà que les microplastiques, même s'ils sont petits, peuvent boucher des estomacs de poissons. Après, ce dont on cherche à savoir, c'est parce que ce plastique, c'est de la chimie, c'est des cocktails Molotov de chimie. Et aujourd'hui, au moment de l'ingestion, on cherche à savoir aussi le transfert chimique qui se fait au moment de l'ingestion dans les tissus des poissons. Et ça, c'est encore des choses, mais on commence déjà à voir que l'ingestion plastique et que ces molécules chimiques peuvent avoir un effet sur la reproduction des poissons, sur la taille des cerveaux et sur leur capacité de se nourrir. Donc là, ça vous montre le schéma en fait, de la chaîne alimentaire et comment finalement chaque maillon peut être impacté par cette pollution plastique. Donc les conséquences, comme je vous disais, elles sont encore incertaines. La recherche sur le plastique, elle date d'une quinzaine d'années. Il y a un autre champ de recherche aussi qui est encore plus récent, c'est les nanoplastiques. Donc les microplastiques, c'est environ... c'est moins de 5 mm, c'est une taille de... Alors, j'ai pas pu emmener des échantillons, en plus, j'aurais pas pu vous les faire passer, mais comme je vous disais, en fait, c'est vraiment une soupe. Mais le nanoplastique n'est pas visible à l'œil nu. Et aujourd'hui, on commence un petit peu à essayer de le prélever in situ dans l'eau. Mais pour l'instant, les études se faisaient en laboratoire et pour simuler, en fait, leur comportement. Donc là aussi, ce nanoplastique pourrait avoir des effets importants dont on cherche encore les conséquences. Et donc, on a ouvert, comme je vous disais, un nouveau chapitre avec la mission microplastique. Donc, c'est une mission qui a été coordonnée par le CNRS, qui a duré 6 mois. Donc, les objectifs, là, c'était d'identifier les sources et prédire le devenir et évaluer l'impact des plastiques sur la biodiversité terre-mer. Donc, c'était vraiment se rapprocher des zones urbaines, de comprendre quelle est la place, quelle est la force de ce vecteur fleuve, et également de comprendre comment l'impact de la biodiversité, mais avec une biodiversité fleuve qui est différente, avec une biodiversité fleuve, une biodiversité estuaire, et donc avec ces zones tampons terre-mer qui n'avaient pas été étudiées pendant la mission Méditerranée en 2014. Donc, on a étudié 9 des principaux fleuves d'Europe avec les mêmes protocoles. Donc là, vous pouvez voir les différentes villes et les différents fleuves. Donc, on a la Tamise, l'Elbe, le Rhin, la Seine, la Loire, la Garonne. Donc, ce qui a aussi... comme je vous disais, Tara peut aussi remonter les fleuves. On avait aussi des zodiacs pour faire les prélèvements, mais c'était aussi un défi technique de pouvoir remonter ces fleuves, passer sous les ponts. et donc, c'était vraiment une nouvelle étape de recherche pour nous. Alors là, je vous montre les différents, comment s'est passée la science. Les prélèvements des fleuves, elles se sont faits au large. On a fait du large, bien sûr. On a fait des prélèvements dans l'estuaire.
des prélèvements fleuves avec des salinités intermédiaires, hein, des prélèvements aval et des prélèvements amont d'une grande ville. Donc on a fait 3 principaux types de manipulation. Donc on a réutilisé ce filet Manta que vous pouvez voir avec le Zodiac, la photo verte, où on traîne et là on récupère le microplastique de surface. On a fait également, donc on les a filtrés et ensuite il faut à la pince à épiler, donc c'est une recherche scientifique qui est très coûteuse en petites mains parce qu'il faut encore à la pince à épiler détailler les microplastiques qui sont trouvés. On a fait aussi du prélèvement sur berge, sédiments, c'est l'autre photo. Là je descends de gauche à droite. Ensuite, vous voyez NAS, dans la photo du bas à gauche. Là, ce qu'ont fait les scientifiques, c'est qu'un mois avant la venue du bateau, ils ont mis des NAS avec différents types de polymères dont on connaît l'origine, dont on connaît les caractéristiques chimiques, et donc des petits sachets de billes. Et on a laissé ces NAS dans l'eau et on les a laissés se faire coloniser par les micro-organismes. Et donc, quand le bateau arrivait et se mettait en escale à quai, on récupérait, et ce qui va permettre aux scientifiques de voir comment ces microplastiques sont colonisés. Est-ce qu'ils sont colonisés de la même manière selon la nature chimique du plastique, etc. Ensuite, la photo, vous voyez une moule qui est en train de se faire disséquer. De la même manière, on a laissé des cages, des nasses avec des moules qui sont... Pourquoi la moule? Parce que c'est un bioindicateur qui filtre par jour des dizaines et des dizaines de litres et qui permet de... Et donc, on sait qu'il filtre du microplastique. Et ce qui permet de voir quel pourrait être l'impact du microplastique sur des types d'organismes comme celui-ci. Donc, ils étaient récupérés aussi au moment de l'arrivée du bateau. Ils ont commencé à être disséqués, donc c'était un peu des scènes dures à regarder. et donc, là, une fois de plus, on va voir comment, par exemple, ça impacte le taux de croissance des coquilles et d'autres fonctions de cet organisme. Donc les chiffres clés de la mission, c'est que c'était 19 laboratoires français, donc coordonnés par le CNRS. On a l'Université de Bretagne Sud avec des équipes qui sont basées à Lorient, qui travaillent actuellement sur les données. 18 marins, 18 escales, dont 12 en France, 17 000 km parcourus et 2700 échantillons. Donc une belle récolte. Et 500 échantillons qui sont aussi envoyés pour le séquençage génétique. Donc on continue cette démarche de séquençage pour savoir qui vit sur ces microplastiques. Donc on attend plus de 6 milliards de séquences ADN sur cette mission. Donc vous avez pourtant de mettre les portraits des personnes qui ont contribué à cette mission scientifique. Je tiens à dire qu'il y avait beaucoup de femmes. On est assez mixte au niveau de l'équipage, au niveau des marins, mais même au niveau des scientifiques. Ça faisait plaisir de voir qu'il y avait aussi une bonne parité à bord. Donc, à la fin de cette mission, on a pu communiquer trois constats qui sont des photographies, un instant T de ce qu'on a pu voir pendant ces 6 mois, qui sont des observations qui maintenant sont en cours d'être détaillées, en cours d'être analysées, mais on a déjà pu faire ce constat d'une omniprésence des microplastiques dans les fleuves européens, bien plus que les scientifiques ne s'attendaient. Deuxième constat, c'est un processus de fragmentation qui n'a pas seulement lieu dans l'océan, mais bien en amont. C'est vrai que le microplastique, on savait que c'était soit du primaire qui était déjà microplastique, par exemple des fibres de textiles, des pneus, des fibres de pneus liées à l'usage du pneu, ou ça peut être aussi des microbilles dans les dentifrices. Ça, c'est le primaire qui est déjà microplastique. Et puis le secondaire, c'était tous ces macro-déchets, que ce soit des bâtons de sucette ou des bouteilles en plastique qui, sous l'effet du sel, du soleil et des vagues, devenaient microplastiques. Et on pensait que ce processus de fragmentation, il avait lieu en mer. Et une fois plus, les scientifiques ont été marqués qu'ils ont retrouvé beaucoup de microplastiques très en amont des sources urbaines, et que finalement la fragmentation avait lieu très en amont, ce qui
va aussi dans le sens que lorsqu'on dit qu'on ne peut pas nettoyer sa pollution plastique dans les océans, c'est parce qu'elle est en majorité microplastique et elle est d'autant plus microplastique très vite. Et le troisième constat, c'est que les microplastiques sont des éponges à polluants qui impactent la biodiversité. C'est que le microplastique a cette propriété d'être hydrophobe et donc au-delà de toute la chimie dont il est constitué, éponge d'autres polluants qui sont présents dans l'océan par d'autres sources. Je pense aux des carburants ou des pesticides. Et donc, ce que je vous disais sur l'ingestion, c'est que voilà, il y a ce cocktail de chimie dont on ne sait pas encore les conséquences au niveau ingestion. Donc, les plastiques en mer, donc pourquoi les solutions à terre? Donc là, c'est la partie, effectivement, pourquoi aujourd'hui, il nous faut réfléchir à terre. Là, je vous donne quelques chiffres. Je ne veux pas vous inonder de chiffres, mais pour vous montrer, là c'est des chiffres globaux à l'échelle planétaire qui nous montrent dans quelle est la masse de ce plastique. Donc, c'est 89 milliards de bouteilles d'eau en plastique qui sont achetées chaque année à l'échelle du monde. Il y a 5000 milliards de sacs plastiques qui sont achetés chaque année, même s'il y a plus en plus de réglementations qui sont faites par les États. Et on n'a pas été dans les premiers à le faire. Nous, c'était en 2016. Donc, finalement, il n'y a pas si longtemps, puis c'est rentré quand même rapidement dans les mœurs. Mais à l'époque où on commençait à en parler, c'était pas forcément évident. Et donc, qu'on a 80% des déchets marins qui sont d'origine terrestre. Donc, le problème, c'est que le plastique, il a été une avancée technologique qui était intéressante parce qu'il avait des propriétés, qu'il était résistant, léger, transparent, peu cher, adaptable et durable. Il pouvait s'adapter à beaucoup d'usages. Mais il a été d'abord pensé pour être durable. Et on a un petit peu perdu, comme on a perdu aussi le lien avec d'autres choses dans nos sociétés, on a perdu les raisons de ce plastique et l'usage. On en a fait des usages irraisonnés. Aujourd'hui, finalement, le plastique, on le voit beaucoup comme du plastique à usage unique. Et si on revient quand même à l'origine, c'était que ça devait être de l'électronique, ça devait être des voitures, voilà. Donc, il y a les usages uniques qui se sont multipliés. Il y a eu l'absence de réflexion aussi en amont sur la collecte et le traitement de fin de vie, de la production de ce plastique et ne pas finalement penser à sa fin de vie, d'où les fuites énormes aujourd'hui qu'on constate. Et cette lutte contre la pollution plastique, elle est complexe parce que c'est vrai que, et c'est bien d'avoir mis dans le titre de la conférence que c'était des plastiques, parce qu'on parle parfois du plastique. Et il faut comprendre que ce plastique, c'est une matière qui est extrêmement complexe, que sa composition dépend de ses usages. Il y a des retardateurs de flamme, il y a des propriétés, des additifs qui lui permettent d'être plus souple selon le produit. Donc en fait, il n'y a pas un, mais des plastiques. Et donc les fuites sont très nombreuses et il y a une récupération parfois qui est impossible. Par exemple, je donnais l'exemple des dentifrices. Donc en 2017 ou 2018, on a interdit tout ce qui était microbilles dans les cosmétiques, tout ce qui était produits nettoyants. Mais par exemple, c'est typiquement des fuites qui sont incontrôlables. Ces microbilles plastiques, elles ne sont même pas arrêtées par les stations d'épuration. Il y a aussi des fuites agricoles, des fuites dans le bâtiment. Et c'est des choses qui partent dans la nature et qui sont... il y a même des plastiques qui sont incontrôlables. Il y a aussi la mise sur le marché de produits non recyclables ou très difficilement. Des produits comme le PET opaque. Le PET, c'est le polymère de vos bouteilles en plastique. Il y a un PET qui est très bien recyclable et qui peut avoir un gisement important et qui peut être recyclé plusieurs fois. En revanche, le PET opaque, donc cette bouteille blanche, est difficilement. Donc par rapport à pareil, il y a des propriétés qu'on voulait que ça soit opaque en termes de préservation du lait. En fait, des réalités derrière sont très compliquées à recycler. Et puis aussi, la difficulté, c'est qu'on s'est habitué à nos modes de vie, nos modes de vie nomades, à manger beaucoup à l'extérieur, en foyer. Et ça, aujourd'hui, ça pose vraiment des questions vraiment de changement de société et de comportement et de modes de vie qui se sont bien inscrits.
Donc les chiffres en France, je voulais vous en donner quelques-uns. Donc la consommation plastique, c'est 4,8 millions de tonnes par an en France. Donc c'est le poids à peu près de 500 tours Eiffel. Une image qui est quand même assez forte, qui nous vient de l'Atlas Plastique 2020. La part des emballages dans cette consommation, c'est 46%. Donc c'est vrai que les principales catégories qu'on trouve de polymères dans l'océan quand même renvoient à les emballages. Donc les emballages sont vraiment une source très importante de cette pollution plastique. La moyenne nationale de recyclage de tous les produits plastiques en France est de 27%. Ce qui est peu, on n'est pas dans les bons élèves européens. On estime le coût économique de cette pollution en France à 73 millions d'euros par an, que ce soit pour le secteur de la pêche, le secteur du tourisme, etc. Donc il y a un vrai sujet, un vrai sujet d'impact environnemental et économique. Aujourd'hui, on essaie de penser le plastique sous le modèle de l'économie circulaire. Donc c'est vraiment rien ne se perd, tout se transforme et essayer d'avoir le moins d'impact sur l'environnement. Et ça demande, pour trouver des solutions, de travailler à tous les niveaux. Au niveau de la production des plasturgistes, travailler sur la consommation, sur les usages, sur les consommateurs. Travailler aussi sur les niveaux de gestion des déchets, de collecte et de recyclage. Donc c'est un travail qu'il faut faire intégrer à tous les niveaux et sur certaines économies, il faut travailler de manière intégrée, ce qui est très compliqué à l'heure actuelle. Donc nous, le plaidoyer de la Fondation, je pourrais vous résumer en 5 axes. C'est déjà le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Donc, c'est réduire les plastiques à usage unique ou inutiles. Donc, réduire et puis aussi refuser un maximum. Informer mieux les consommateurs. Comme je vous disais, en fait, il y a une complexité de plastique, un ensemble de plastiques très nombreux. Et aujourd'hui, le consommateur a toutes les raisons de s'y perdre. On ne sait plus vraiment ce qui est recyclé, recyclable, et même ce qu'on doit mettre dans nos poubelles. Et puis aussi ce qui est mis sur les produits entre compostables, biodégradables, recyclables, recyclés. Aider en fait le consommateur à comprendre, parce que ça lui permettra de comprendre l'impact de ce qu'il achète, et surtout l'aider à mieux trier et recycler. Ensuite, l'amélioration des performances de collecte et recyclage. Je vous montrais par exemple nous avec les scientifiques se positionner sur la consigne, d'essayer de mettre en place les consignes comme d'autres pays, notamment les pays scandinaves, qui permettent de récupérer jusqu'à 90% des bouteilles plastiques. Comme je vous disais, bouteilles plastiques et même tout ce qui est canettes ou Tetra Pak permet d'avoir des gisements qui permettraient d'être conséquents et permettraient de réinjecter du plastique recyclé dans l'économie. Ensuite, on a cet axe de développement de l'éco-conception des emballages. Alors, l'éco-conception, au moment de la conception, c'est de réfléchir à la fin de vie de ce produit. Donc, ça peut être typiquement sur, je ne sais pas, je vais prendre une bouteille de shampoing. Ça va être essayer de concevoir cette bouteille de shampoing en utilisant moins de matière plastique. Ça va être aussi d'uniformiser les types de plastique, parce que sur un même produit en plastique, parfois vous avez 4-5 types de plastique, ce qui rend le recyclage très complexe. C'est aussi permettre des propriétés de produits de pouvoir réutiliser. Il y a de plus en plus d'acteurs de la cosmétique qui proposent de re-remplir, faire du vrac de produits gel douche, etc. Et d'enlever tout ce qui est perturbateur de tri ou collecte. Et voilà. Et donc, et aussi la substitution de matériaux problématiques, et pour penser des plastiques de demain, les plastiques biosourcés et biodégradables, qui soient à la fois biosourcés, biodégradables et recyclables. Parce qu'aujourd'hui, un plastique biosourcé n'est pas forcément biodégradable et des plastiques biodégradables à terre ne sont pas forcément biodégradables en mer. Et ça, c'est des choses aussi que le grand public ne sait pas forcément donc voilà, dans le détail. Donc nous, par exemple, pour vous donner un exemple, il y a la loi contre le gaspillage alimentaire pour l'économie circulaire. Donc
comme je vous disais, la consigne, on a été appuyé de 40 scientifiques, CNRS, Sorbonne Université, pour signer une tribune, pour voilà, dans le débat, mettre sur la table cette question de la consigne et les performances que cela pourrait permettre. On a aussi... on a un plaidoyer individuel, on a un plaidoyer collectif. On est membre de la plateforme Océan Climat avec des aquariums, des instituts scientifiques, d'autres ONG. Collectivement, on a porté un cahier d'amendement avec WWF France, Zero Waste, Softrider sur la recyclabilité, la réemployabilité, facile à dire. Et aussi, on a rédigé, soumis des amendements spécifiques nous-mêmes pour, comme je vous disais, orienter, informer consommateurs pour réglementer les usages de termes de recyclable, recyclé, compostable, biodégradable, et aussi interdire les allégations environnementales qui induisent le consommateur en erreur, telles que respecte l'environnement, et qui peut aussi pousser certaines personnes à jeter dans la nature, pensant que ça n'a pas d'impact. On a, voilà, selon nous, ce problématique plastique, elle ne se fera pas sans tous les acteurs, hein, donc société civile, donc nous, mais aussi acteurs privés, acteurs publics. Et donc là, je vous ai mis 2 initiatives parmi d'autres. Hein, c'est la charte Mon territoire s'engage. Donc c'est Rivières et fleuves sans plastique, un océan protégé. Donc c'est une initiative de l'initiative pour l'avenir des grands fleuves, présidée par Eric Orsena. On a la Compagnie nationale du Rhône, et donc nous, et au moment, voilà, des élections en février, on a présenté cette charte. Aujourd'hui, elle est signée par plus de 80 maires et élus à l'occasion des municipales, et c'est d'engager les villes à travailler sur cette pollution plastique, que ça soit à l'intérieur de leurs bâtiments, que ça soit avec leurs concitoyens, que ça soit sur des appels d'offres qu'ils lancent, par exemple, voilà, d'avoir des demandes spécifiques, réduction plastique, par exemple, je ne sais pas, pour un appel d'offres pour une cantine. Ça peut être aussi de faire de la sensibilisation, améliorer leur collecte, tri. J'ai quelques exemplaires ici. Alors, je ne sais pas s'il y a des élus dans la salle qui veulent regarder le document et ce qui est proposé comme engagement aux acteurs publics. Et ensuite, en février 2019, avec aux côtés donc, de WWF France, le ministère de l'économie, ministère de l'environnement, pardon, et la Fondation Ellen MacArthur, on a signé le pacte national sur les emballages plastiques inutiles et problématiques. Donc là, c'est des groupes de travail, sociétés civiles, acteurs privés et ministères sur voilà, sur ces emballages, comme je disais, c'est vraiment quand même une source très importante, et travailler avec des acteurs, surtout de la grande distribution, de comment travailler à cette réduction, la réduction sur enlever par exemple tout ce qui est les additifs les plus problématiques pour la collecte, recyclage, et puis travailler sur l'éco-conception. Donc c'est vraiment le type d'initiative où on voit que les acteurs se regroupent ensemble pour trouver des solutions communes. Donc je voulais finir par ça parce qu'effectivement, parfois, on nous dit, voilà, on fait beaucoup porter par porter sur le citoyen de résoudre cette problématique plastique. Donc, comme je vous le disais, nous, on a un travail de plaidoyer auprès du gouvernement, auprès des acteurs publics, auprès des entreprises, travailler sur solutions. Mais il y a aussi ce travail à faire auprès des citoyens. Donc, là, vous avez quelques exemples de nos visites à bord, des jeux des mallettes de jeux qu'on a créées, des expositions. Donc on a 7000 personnes qui ont été visiter la Goélette, 6000 personnes qui ont découvert des outils de médiation développés par la Fondation, et 20 000, ça nous a permis de rencontrer 20 000 citoyens, et important aussi pour notre plaidoyer d'écouter. Et c'est vrai que cette Goélette, elle a un magnifique véhicule de sensibilisation et puis de rencontres également. On est dans un réseau méditerranéen avec Softrider, Fondation Mava, Fondation Albert de Monaco. On a fait une escale à Tunis que j'ai coordonnée et qui nous a permis aussi de rencontrer des acteurs de la société civile qui travaillent aussi sur la pollution plastique, de faire des réunions de travail aussi avec des acteurs publics, privés, les ONG là-bas, et aussi de comprendre le contexte d'autres pays avec les mêmes problématiques, mais des contextes différents. Et donc, on a sur l'éducation commencé une phase pilote en 2019 et 2020 avec 50 classes et 2000 élèves sur un programme qui s'appelle Plastique à la loupe, qui est un programme qu'on a créé avec le CEDRE, la main à la pâte, Tara, il y a également
CLADEM également. Et donc l'idée, c'est de vraiment que enfants et scientifiques soient associés. Donc, les scientifiques ont créé des mini-protocoles pour les élèves qui vont sur les berges, toujours avec cette approche fleuve et approche microplastique. Ils ont du macro, du méso, moyen et microplastique. Ensuite, ils ramènent tout ça en classe, donc c'est la deuxième photo. Ils commencent à analyser, ils conditionnent leurs échantillons et ensuite, ces échantillons partent au laboratoire océanologique de Banyuls, qui également est en train de travailler les données de la mission microplastique. Et donc, des chercheurs dédiés récupèrent les échantillons des enfants et les traitent et leur refont une restitution à la fin de l'année. Donc, c'est la fiche que vous voyez et qui va leur redonner vraiment une synthèse de ce qu'ils ont récolté, que ça soit en typologie de plastique et également typologie de plastique et nature chimique des plastiques. Et après, avec un petit diplôme qu'ils ont participé. Donc là, il y a la phase à la rentrée avec 136 projets et 17 académies. Donc c'est intéressant parce que vraiment l'originalité, c'est vraiment celle c'est l'enseignement scientifique, développement durable et qui permettent d'alimenter les bases de données scientifiques qui sont existantes. Donc, et puis qu'ils ont un vrai retour des scientifiques sur leur travail. Donc là, on pourra peut-être en parler tout à l'heure, mais c'est ce que vous pouvez faire à titre individuel. Et puis, si vous voulez savoir encore plus en détail ce qu'on a fait pendant la mission microplastique, on a édité ce petit livre bleu en petite quantité qui a déjà été distribué, qui est gratuit, mais que vous pouvez trouver en format PDF sur le site internet, donc qui reprend ce que je vous ai raconté, mais un petit peu plus dans le détail. Et donc voilà, j'ai presque tenu le temps. Et donc, merci pour votre attention. Donc là, je vous ai mis notre dernière campagne lors de la journée des océans, le 8 juin, qu'il est temps de renverser la situation et commencer à protéger l'essentiel. Voilà, merci. C'est pas. Allez, je monte. Oh bah, c'est toujours le même. Hein. Un petit coup sur les mains d'abord. Bonsoir madame. Vous avez parlé que donc les particules plastiques étaient des éponges à toxiques. Et je voudrais savoir si, quand vous avez navigué sur la Loire, si vous avez pu analyser la radioactivité de ces déchets. Alors là, les résultats sont dans les mois à venir. Je sais que la nature chimique de ces plastiques, ce qui s'y trouve est en cours d'analyse, et ça, je n'ai pas la réponse, malheureusement. J'espère qu'il y aura des éléments de réponse pour vous dans les mois à venir. J'espère, oui. Merci. Allez. Ça sèche vite. Bonsoir. Vous ne nous avez pas fait rêver. Il y a un an ou deux, je suis venu à une Planète Conférence et un scientifique de l'UBS de Lorient nous avait montré des plastiques biosourcés et recyclables. Et je pensais qu'on allait en reparler. Et donc ma question, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Parce que de ce que vous nous dites, tout le monde est au courant, que ce soit les
citoyens, les élus. Mais voilà, nous, par exemple, au Morbihan, les sacs avec les huîtres, c'est du plastique. Mais tout le monde est au courant, mais a priori, rien ne se fait. C'est très négatif comme constat. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que ça fonctionne toujours. Qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience. Elle est indéniable. Et maintenant, aujourd'hui, je pense que le sujet est quand même bien mis sur la table, a été bien mis sur la table par les scientifiques, par les ONG, par des politiques aussi qui ont porté le sujet. Donc, je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, voilà, le constat est indéniable. Les actions, effectivement, commencent à être prises. Certainement pas assez vite. C'est pour ça qu'il est important continuer à la science, apporter des éléments scientifiques, des éléments plus de réponses. Je pense que, si on fait un peu de perspective, par exemple, sur le plastique à usage unique. En 2015, depuis 2016, ça a été les sachets en plastique. En 2017, il y a eu les microbilles. Il y a eu les premières articles, parce qu'on suit aussi les directives européennes. En 2019, il y a eu les premiers, tout ce qui est couvert. En janvier 2021, il y aura de nouvelles réglementations, avec un objectif du gouvernement français de plus de plastique à usage unique d'ici 2040, avec des étapes intermédiaires qu'il faudra suivre, qu'il faudra challenger. Mais il y a déjà quand même sur l'usage à plastique unique, il y a eu des choses. Sur les emballages, également quand même, il y a aussi... je pense sur les objectifs à venir d'ici 2025, sur les recyclabilités. Le secteur privé travaille. Le pacte dans lequel on est, groupe de travail interne, espère des objectifs et des ambitieux qui viendront. Pour l'instant, on est encore sur des groupes de travail internes. Il y a un secteur privé qui a quand même tout intérêt aussi et qui comprend que son consommateur... Et c'est pour ça qu'on a un réel pouvoir consommateur et qui travaille sur ça. Après, le problème, c'est quand on essaie de solutionner un emballage, par exemple dans une filière ou sur des biens, il faut travailler de manière intégrée, que ça soit du plasturgiste, que ça soit au distributeur, au fournisseur. Et il y a des contraintes sur tout, et donc ça prend du temps aussi de faire travailler tout le monde ensemble. Encore mieux aussi quand il y a de l'expertise scientifique, de rappeler les impacts. Donc, vous dites certainement pas assez vite, mais il y a des choses qui se font. Et en tant que société civile, ONG, on peut vous dire que si, quand même, ça avance. Il faut rester positif. C'est pareil, on est positif. Tu peux dire que ça passe par la formation des petits. Oui. Et oui, ce que disait Nathalie, c'est effectivement, il y a un travail, effectivement, une responsabilité du secteur privé, aussi des politiques, dans le cadre aussi de ce qui est en train de se décider au niveau de loi, des décrets qui vont mettre en place la loi. Mais il y a également tout un travail de sensibilisation que nous, on fait beaucoup sur vraiment avec les jeunes générations, qui sont très importantes et qui impulseront aussi un changement, j'espère. Bonjour. Moi, j'ai une question. Quand on voit l'état des plages, par exemple dans le Morbihan, quand on regarde un petit peu les déchets, c'est surtout des petits morceaux de filets de pêche. Et donc, je me permets de rebondir, par exemple, pour les huîtres, c'est en plastique et les filets de pêche, c'est du synthétique. Et c'est plein de petits morceaux de 1, 2, 3 cm. Et quand on regarde dans la laisse, dans les algues au bord de plage, des fois, on a l'impression qu'il y a plus de filets de pêche, soit les gros qui sont bleus et verts assez épais, ou alors du filet comme à la ligne. Et est-ce qu'il y a un travail qui se fait avec les acteurs de la pêche par rapport à ça, parce que c'est un fléau, quoi. Et pour le reste des déchets, je trouve, j'ai pas fait d'études, d'analyse, mais j'ai l'impression que visuellement il y a moins. C'est vraiment les filets de pêche avec d'autres déchets comme les mégots, ou, par rapport à d'autres pays où on va retrouver des pailles, des cotons-tiges, tout ça. Mais ici, ce qui m'a choqué, c'était les filets de pêche. Effectivement, c'est une très bonne question. Et quand on dit que pollution plastique dans les océans, c'est 80% de la terre et 20% de la mer, dans ces 20%, effectivement, il y a cette pollution de filets de pêche, avec en matière de nylon, et qui effectivement peut se fragmenter.
Alors, au niveau de l'Union européenne, il y a une directive qui est passée, me semble-t-il, à la fin de l'année dernière. Donc, la mise en application, malheureusement, là, je peux pas donner des détails, mais qui est sur l'obligation de rapporter tout ce qui est filet fantôme. De toute manière, il y a des pêcheurs qui le faisaient. Mais il y a maintenant une obligation. Il y a aussi ce qui manquait, ce qui est en train d'être travaillé dans les infrastructures des ports européens, c'est aussi qu'il y ait des endroits pour les déposer et aussi de créer des filières pour que ce soit traité. Le problème, c'est que sur aussi la captation des flux de plastique, c'est qu'aujourd'hui, il y a des plastiques qui pourraient bien se recycler, mais qui ne sont pas collectés. Et effectivement, ça, c'est des produits qu'on pourrait recycler, bien recycler, mais malheureusement, on ne crée pas un système de collecte encore qui est assez robuste et qui permettrait après d'avoir un gisement assez important, qui serait économiquement intéressant et qui permettrait le recyclage. Donc, beaucoup une question quand même de collecte du plastique sur d'autres types de plastique que celui-ci. Et donc, pour répondre, donc il y a ça aussi maintenant des obligations, je crois, de ramener une meilleure structuration des filières de collecte et recyclage et aussi des tags. Je crois qu'il y a aussi des balises GPS pour les retrouver plus facilement et également l'éco-conception. Et je sais aussi que sur le recyclage, il y a une entreprise, il me semble que c'est EcoAlf, qui est espagnole, qui a déjà développé aussi pour la réutilisation, enfin de faire de l'upcycling, avec utiliser ces filets de pêche pour faire des moquettes, il me semble. Donc il y a quand même des pistes déjà pour le recycler, de faire de l'upcycling, et puis des législations qui sont en train d'arriver, puis peut-être de l'éco-conception avec des nouveaux types de matériaux, comme on disait, biodégradables. Et j'en profite, sur le même sujet, il y a une appli qui a été lancée par le CNRS là, il y a quelques mois qui s'appelle Click and Fish, qui permet justement de signaler tous les déchets liés à la pêche pour essayer de faire remonter au maximum d'informations sur le sujet. Moi, j'ai une question qui n'a rien à voir. J'ai l'impression que tous les 6 mois, on nous parle d'une nouvelle enzyme miracle qui serait dévoreuse de plastique et qui pourrait être une solution. Est-ce que vous avez des éléments là-dessus sur où en est aujourd'hui la recherche à ce sujet et est-ce qu'il y a des J'ai pas entendu sur les enzymes dévoreuses de plastique? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus On m'entend pas en fait. Sur les enzymes, je suis désolée. Les enzymes. Dévoreuses de plastique, ouais. J'ai l'impression que depuis 3-4 ans, tous les 6 mois, on nous parle d'une nouvelle découverte à ce sujet. D'une nouvelle manière miracle de dévorer le plastique, sans que ce soit jamais suivi finalement d'effets et d'applications concrètes. Donc, est-ce que vous pourriez nous faire un point sur le sujet ? Alors, il me semble pas qu'il y avait un objet d'étude enzyme pendant la mission microplastique. Effectivement, il y avait ça avait fait le buzz dans la presse sur une enzyme mangeuse de plastique, et je crois qu'ils avaient fait ça en industriel, en compost. Après, je sais qu'il y a des champs de recherche sur des bactéries mangeuses de plastique. Il en existe dans l'océan. Après, dont le fonctionnement pourrait être utilisé peut-être. Après, le biais, il faut faire attention, c'est de se dire qu'effectivement, il y a la nature qui permettrait de biodégrader. Et c'est une bonne nouvelle. Et si on arrive à transformer ces mécanismes peut-être dans des composts industriels. Mais par contre, effectivement, ça, à la vitesse, ça peut être utile, mais je veux dire, à la vitesse de ce qu'on voit, on fait 12 millions de tonnes dans les océans. On ne peut pas compter sur la nature parce que c'est ce qui dégrade, il le dégrade, mais quand même assez lentement. Et vu le flux qui arrive encore dans l'océan, c'est disproportionné. Donc, je ne suis pas experte, mais il n'y a pas d'enzyme dans les champs d'études mission microplastique. Mais il faudrait, je pense, poser la question à un scientifique. Bonsoir. Alors, ma question porte davantage sur les conséquences, notamment sanitaires, de cette pollution qui est là et qui va continuer. Donc, vous avez dit qu'on commençait à voir les conséquences de l'ingestion de plastique sur la santé des poissons.
qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va voir la faune marine mourir en masse? Est-ce qu'on aura des crises sanitaires à l'échelle de l'humanité? Qu'est-ce qu'on risque? Est-ce que c'est grave? Donc ça, c'est tout l'objet de la recherche. Et où on en est dans cette recherche, justement? Eh ben là, les constats que je vous donne, c'est des documentations scientifiques existantes. Comme je vous dis, là, je pense que sur le bioindicateur, la moule, c'est des organismes qui vont être témoins et qui vont nous permettre d'avoir des nouveaux constats et résultats dans les mois à venir. Mais qu'est-ce qui se passera sur... c'est une pollution aussi qui est assez récente. La consommation plastique, le plastique, il est arrivé dans les années 50-60. On a encore peu de recul, hein, finalement, on commence à constater. Il y a la question des nanoplastiques, comme je disais, qui est un champ d'études assez nouveau et qui pourrait impliquer effectivement d'autres constats sur la chaîne alimentaire, sur temporalité de bioaccumulation. Voilà. Je n'ai pas plus d'éléments à vous donner ce soir sur la question. J'ai une question. Bonsoir. Alors, pour limiter la production de plastique, par exemple, par rapport aux bouteilles d'eau que l'on boit ou l'eau du robinet. Donc vous en pensez quoi, vous, par rapport à l'un ou l'autre parce que moi, il y a des moments où je prends des bouteilles plastiques et il y a des moments où je bois de l'eau du robinet, sauf que l'eau du robinet, des fois, n'est pas bonne. Si je veux limiter le plastique. Sur l'utilité, c'est plus hygiénique Non, mais par rapport aux déchets de plastique, si on prend des bouteilles plastiques, ça fait plus de déchets plastiques. Oui. Mais après, la qualité de l'eau. Ah, est-ce qu'il faut mieux boire de l'eau minérale que de l'eau du robinet? Bah oui, c'est une question, oui. Oui, alors après, l'eau du robinet est potable, donc je n'ai pas les tests sont faits relativement fréquemment, donc après c'est une question de choix. Moi par exemple, je bois que de l'eau du robinet. Après c'est une question aussi de goût. Il y a des gens qui supportent pas l'eau du robinet. J'ai l'impression que c'est plus aussi une question voilà, qui est peut-être plus chlorée aussi selon les régions. Voilà, on favorise de plus en plus les gourdes. Après, c'est un choix personnel et sur la qualité de l'une ou de l'autre de l'eau, je ne saurais pas quoi vous répondre. En tout cas, sur la problématique de la bouteille plastique, ce que je disais, c'est la bouteille plastique est faite d'un plastique qui se recycle très bien, c'est le PET. Et donc, dans beaucoup de pays, voilà, les gens ramènent, hein, c'est un win-win, quoi. Soit on gagne des bons, soit il y a des systèmes de consigne privée qui apparaissent un peu en France aussi. Et ça permet de recycler quand même jusqu'à 90%, voire plus dans certains pays. Donc c'est vrai que, après peut-être la culpabilité de consommer de l'eau minérale serait moindre pour certaines personnes si on avait la mise en place de ces consignes qui permettraient de savoir que ces bouteilles seraient recyclées. À mon avis, ça ne répond pas à votre question. Non, mais c'est pas... Merci. Hein. Merci quand même. Non, je pense vous voulez dire comment éviter de boire quand l'eau est pas très bonne au robinet, on se tourne vers des bouteilles, enfin de l'eau embouteillée en plastique. Oui. Et du coup, voilà, on génère des déchets, quoi. Oui, puis parfois dans certaines situations, il n'y a pas d'alternative. Hein, Aux Pays-Bas, je sais que pour les bébés, on conseille de donner de l'eau du robinet. On conseille aux mamans de donner de l'eau du robinet, pas de l'eau de bouteille en plastique. C'est reparti, mon copain. Allez. Chip, chip. Oui, alors mais donc pour les bouteilles en plastique, il y a une alternative. Il y a quelques années, les grandes surfaces de plus de 2000 m² devaient reprendre les emballages. Donc vous pouvez toujours tester la chose
ils sont obligés, donc vous, enfin, j'invite les jeunes et les plus anciens à vérifier la texte de loi. Si, alors, je vais revenir donc sur un autre sujet qui s'appelle data.gouv. C'est l'État qui a mis ça en route et qui sont en train, si vous voulez, malheureusement, il y en a pas mal qui me connaissent, mais si vous voulez, tous les acquis que la population avait réussi à obtenir, avec l'intelligence artificielle, ils remettent tout à l'envers. Donc, si vous voulez, toutes les lois qui sont passées pour protéger la nature et l'environnement et tout un tas de choses, là, ça repasse à l'envers. Donc, je vous invite à aller sur data.gouv. Donc, pour les emballages, vous pouvez aller dans les grandes surfaces de plus de 2000 m², c'est pratique. C'est pour ça aussi qu'ils maintenant ils divisent et donc ils vont faire des surfaces plus petites. Mais alors pour l'eau du robinet, je dois vous dire que si vous voulez, tous les pesticides ne sont pas filtrés. Donc ça va directement dans l'eau du robinet. Tous les polluants ne sont pas filtrés, même dans les nouvelles centrales comme celle qui est à Sainte-Anne-d'Auray, c'est pas filtré. Les scientifiques qui sont déjà passés ici, je leur ai déjà posé la question, ça ne peut pas être filtré. Donc l'eau qui est mise en bouteille, quelle est sa qualité? Donc, si vous voulez, ça c'est vraiment un sujet. Il y a eu une conférence il n'y a pas longtemps sur l'eau, et c'est un sujet qui mérite franchement un référendum, enfin un petit peu comme le nucléaire. Hein. Et bon, après je voudrais vous demander comment on peut contacter les scientifiques à Lorient. Comment, pardon? Comment on peut contacter les scientifiques à Lorient? Après, ils m'écrivent et je leur donne. Voilà. Il y a l'adresse contact et puis après nous demander à être mis en contact avec des scientifiques. On a l'adresse de tous les scientifiques, donc selon votre question, on vous orientera sur les domaines d'expertise. Mais n'hésitez pas. Il y a une adresse contact @Fondation Tarot 5 que vous trouverez sur le site. Ça y est, j'ai le micro. Non, tout à l'heure, j'ai rebondi. Oui, mais tout à l'heure, j'ai rebondi un peu rapidement sur quand vous parliez de la recherche, parce que un monsieur vous avez demandé où est-ce qu'on en était au niveau des résultats, et justement, vous disiez un petit peu que il y avait vous êtes au stade de la recherche sur les impacts des microplastiques au niveau des animaux qui l'ingèrent. Et j'ai fait le lien dans ma tête avec le problème des perturbateurs endocriniens. Et est-ce que ça, c'est une variable que vous incorporez justement sur les impacts sur l'organisme? Parce qu'on a plus, je pense, au jour d'aujourd'hui, de regard sur les impacts des perturbateurs endocriniens. Peut-être au niveau des nanoplastiques, pour l'instant, c'est encore en décalage, mais justement, il y a des acquis par rapport aux perturbateurs endocriniens présents dans les plastiques et les impacts sur les organismes. Je pense qu'il y a toujours un an et demi, 2 ans à la fin d'une mission pour avoir les premiers résultats. Cette mission, elle s'est terminée en mai 2019. Et en plus, il y a tout le contexte qui fait aussi que un ralentissement des choses. Et donc d'ici, je ne vais pas donner de timing, mais fin de l'année, on aura des résultats. Sur cette étude de plastique éponge à polluants, comme je disais, effectivement, il y a carburant, pesticides, perturbateurs endocriniens, et j'imagine qu'il y aura des résultats qui concerneront, que ça sera étudié, ce type de polluants épongés par les microplastiques sera étudié comme les autres polluants. Et après, il y aura des éléments parce qu'ils sont extrêmement présents dans l'océan. Et après, il y aura toute la question des choix politiques, justement, à prendre par rapport à l'utilisation des plastiques. Et c'est peut-être là où c'est compliqué, parce qu'on voit bien que ça va un peu en arrière. La recherche et les scientifiques trouvent des résultats qui sont présents, qui sont parleurs, et en fait on se rend bien compte que quand même tout ce qui est la consommation, les industriels, les politiques, ils ont beaucoup de mal à s'y mettre, donc ça rejoint peut-être ce que le monsieur disait qui est parti là. Voilà. Oui, les résultats à venir, il y aura peut-être après un dialogue à établir sur ce qui aurait été constaté dans ces fleuves. Merci. Merci à vous. Allez, un petit coup.
Bonsoir. Bonsoir. En fait, je me posais la question, parce que quand on parle de plastique, souvent, on va nous parler effectivement donc de recyclage. Mais en même temps, je me posais la question du fait que quand on recycle du plastique, techniquement, il y a quand même une activité qui va émettre une forme de pollution à un moment donné. Et donc, recycler les plastiques dont on a vraiment besoin, c'est peut-être une chose, mais il me semble qu'il faudrait surtout communiquer pour éviter tous les plastiques qu'on peut éviter. Et donc, quand on parle, par exemple, de recycler des bouteilles plastiques, pourquoi est-ce qu'on ne passerait pas, par exemple, plutôt à des bouteilles qu'on peut laver, qui sont des bouteilles en verre? Oui, tout à fait. C'est pas environnementalement, le recyclage n'est pas une activité neutre. D'ailleurs, aucune activité n'est environnementalement neutre. Sur les choix de consignes plastique, verre, ce qu'on dit en fait aujourd'hui à travailler sur les matériaux alternatifs, sur les alternatives, il va falloir à chaque fois réfléchir. Et finalement, c'est ce que le constat que je faisais au début, de dire que on avait créé le plastique pour des usages spécifiques. Aujourd'hui, à chaque fois qu'il faut l'objectif, c'est qu'à la fois privé, politique, ONG soit là aussi, qu'au moment où là, on crée un plastique, on veut utiliser un plastique, il faut qu'on pense à son usage. Est-ce qu'il est nécessaire? Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut utiliser un autre matériel? Est-ce qu'il sera recyclable? Est-ce qu'il peut être mieux éco-conçu? Donc vraiment réfléchir par rapport à l'usage qu'on veut en faire. À votre question, effectivement, le verre, laver la consigne verre, il faut aussi des études de voir comment environnementalement aussi, est-ce qu'elle est neutre, est-ce que finalement CO2, que ce soit le transport des bouteilles, que ce soit les laver, que ce soit les réintroduire dans le circuit, quel impact carbone, est-ce qu'il sera plus élevé, moins élevé que de la consigne nous, effectivement, on voulait une consigne à coller verre et plastique. Mais de la même manière, ça fait partie, votre question est très pertinente, de la complexité. Et je comprends que les gens ça n'avance pas assez vite, et que l'ampleur du phénomène nécessiterait mais plus on creuse la question et plus on travaille dessus, plus on voit que les questions sont... et que même quand on cherche une solution, il faut faire ces impacts CO2, etc. Comme l'impact de l'incinération, faire des comparatifs de quelle est la meilleure solution. Donc, tout ça, ça demande aussi des études, qui sont encore d'autres types d'études d'économie circulaire, même à l'échelle d'un territoire français, selon les régions. Bonsoir. Merci, tout d'abord. Merci. J'aurais aimé savoir, vous, personnellement, ce qui vous effraie le plus entre le réchauffement des océans et le plastique, justement, sur la biodiversité marine. Qu'est-ce qui m'effraie le plus? Oui, entre les deux problématiques, le réchauffement et le réchauffement des océans, qui est un problème pour les coraux, notamment, et donc le plastique, qui impacte les planctons, et donc surtout la biodiversité. Donc, quelle problématique vous effraie le plus sur les deux? J'ai pas de. Je pense que de toute façon, toutes les problématiques sont aussi importantes les unes que les autres. En tout cas, sur la pollution plastique, effectivement, on peut. Je pense que rapidement, si on se bouge en société, on peut infléchir la tendance assez efficacement sur des problèmes beaucoup plus globaux comme le changement climatique, comme les impacts globaux planétaires. Je pense que sur la pollution plastique, on est capable d'infléchir la tendance si on prend des mesures ambitieuses. Allez, je nomme. Passion au téléphone. Bonsoir, vous avez parlé de nanoplastiques. Et est-ce qu'il est possible que ces nanoplastiques se retrouvent dans notre alimentation, dans ce que nous buvons ou ce que nous mangeons? Vous avez dit que les poissons mangeaient ces plastiques. Est-ce qu'il est possible qu'en consommant du poisson, on puisse ingurgiter ces plastiques et que cela puisse nous causer des problèmes? Ouais, je suis désolée, j'entends très mal, donc j'ai pas avec les masques et la distance et les bruits, je suis navrée. Vous avez parlé de nanoplastiques. Est-ce que c'est possible que l'on ingurgite ces plastiques involontairement, par exemple en mangeant du poisson ou en buvant de l'eau mal filtrée?
Est-ce qu'on les trouve dans les poissons, c'est ça? Non. Oui. Oui. En fait, est-ce qu'en mangeant du poisson... Je t'entends très très bien, Nathalie. Voilà. Mais il a un masque épais. Alors, sa question était la suivante. En mangeant du poisson qui a involontairement incorporé du plastique, est-ce que nous, à notre tour, on mange du plastique? Eh bien, on a retrouvé, il y a eu une étude récente qui a... Mais bien le micro, Romy, là. Ah oui, pardon. Moi aussi, alors on n'entendra pas. Oui, on a retrouvé une étude dans les selles humaines, on a retrouvé du microplastique. Donc, effectivement, on l'ingère, on le digère, on l'évacue. Sur les nanoplastiques, ils peuvent s'imprégner. Sur les nanoplastiques, il y a forte chance qu'ils soient emprisonnés dans la chair des poissons et que quand là on a ingéré, je pense qu'aujourd'hui, par exemple, dans des selles humaines, je ne suis pas sûre qu'on puisse retrouver du nanoplastique. Donc le micro, on l'ingère, on le digère. Sur la conséquence sur la santé humaine, pour le moment, il y a encore de nombreuses recherches à faire. Et comme je disais, en fait, on n'arrive pas autant le filet manta et le microplastique de 5 mm, on a pu le récolter. Le nanoplastique, aujourd'hui, ça reste encore compliqué de le prélever in situ. Et donc, sur la chaîne alimentaire, encore beaucoup de zones d'inconnu. Encore. Allez, c'est pas bon. Est-ce que vous pourriez revenir sur la photo, c'était à la loupe, plastique à la loupe, s'il vous plaît? Oui, voilà. En bas à gauche. Est-ce que c'est par hasard au bord de la Loire? La petite photo qui est là, à gauche. Est-ce que c'est quoi, pardon? Au bord de la Loire. Est-ce que c'est au bord de la Loire? Ah, ça, je sais pas. Je peux pas vous dire. Attends, il en a encore une. Parce que, donc, en fait, si vous voulez, il y a des cyanobactéries qui se retrouvent en bord de Loire. Et donc, alors, les pauvres chiens qui vont boire l'eau de la Loire, ben, ils décèdent. Mais donc, quand je vois ces enfants qui sont dans le sable, je me dis, ils n'ont peut-être pas eu l'information. Et donc, enfin, j'espère que mon message va vous allez pouvoir le passer là-bas. Et puis, mais surtout aussi aux autres personnes qui sont là. Donc, se baigner dans les fleuves, maintenant, ça devient aussi délicat. Sur cette note optimiste, encore une question? Ou on termine? Ah, les jeunes. Bonsoir. Je voulais savoir, tout à l'heure vous parliez d'adaptabilité de la biodiversité au microplastique, et j'aurais voulu savoir si justement faire marche arrière en retirant les plastiques, est-ce que ça pourrait s'avérer dangereux pour certaines espèces? C'est chaud. Hein. Là, c'est chaud. Tu as entendu la question? Pas très bien, non, désolé. Alors attends, comment tu l'as reformulée? Voilà, est-ce que si on retire les plastiques, est-ce que la faune et la flore, en fait, vont se retrouver un peu dépourvues de l'absence de ces plastiques? Ils se sont adaptés au plastique, mais si tout à coup, il n'y en a plus... Enfin bon, je ne sais pas où il allait chercher ça. Hein, déjà. Ouais. Non, mais... Alors, j'ai jamais eu la question. Après, j'aurais tendance à dire que c'est un intrant humain intrus et que l'environnement faisait très bien sans. Donc, j'imagine que... Je pense qu'effectivement, s'il disparaît, la résilience de l'environnement se rétablera. Mais au vu là, de la quantité, et il va falloir quand même du temps pour que tous ces intrants disparaissent ou tombent au fond de l'eau, sédimentent. Donc effectivement,
je dirais que ça ne sera pas la catastrophe, au contraire, s'ils disparaissent. S'il n'y a plus de questions, on va vous souhaiter une bonne nuit. Merci à tous. Merci beaucoup.